merci. If you don't mind, we could launch the first presentation by Dr. Paul Atlan. It's a visio. So whenever you want. L'identité juive concernée par les bouleversements des lois de bioéthique au plan de la filiation. Ceci est le livre des engendrements d'Adam, Ze Sefer Toldot Adam, Bereshit 5.1. Il ne suffit pas de produire la chair humaine, encore faut-il l'instituer pour que la vie se reproduise. Les techniques de la filiation enracinées dans les nécessités propres à l'animal parlant sont la réponse sociale à l'impératif de différenciation dont dépendent la vie et la reproduction de l'espèce humaine. Pierre Legendre, leçon 4, suite 2. Qu'est-ce que l'identité ? C'est le caractère permanent et fondamental d'un individu, d'un groupe. Qu'est-ce que la filiation ? C'est une suite d'individus directement issus les uns des autres. C'est donc le lien qui unit un individu à son père, à sa mère. Aussi, il sera indispensable d'appréhender et donc de préciser ce que les techniques d'assistance médicale à la procréation, gérées en France par les diverses lois de bioéthique, peuvent concerner les concepts. Qu'est-ce qu'un père ? Qu'est-ce qu'une mère ? Que signifie concrètement un ovule, un utérus, un spermatozoïde et un embryon pour le judaïsme ? Toutes ces notions devront être reliées aux sources inscrites dans les textes fondateurs que sont la Torah, au Pentateuque, le Talmud, Mishnah et Gemara, textes fondamentaux du judaïsme rabbinique et la base de sa halacha, la loi juive sur laquelle se réfèrent les poskim, c'est-à-dire les rabbins reconnus comme décisionnaires, pour élaborer les teshuvot, c'est-à-dire les réponses aux she'elot, questions posées, notamment à propos de l'identité et la filiation, dont la préoccupation essentielle sera la traçabilité. Quels sont donc ces principes sur lesquels les réflexions vont se fonder ? L'enfantement est relié à la question des origines, de l'origine. La filiation va se transmettre par la mère et l'identité par le père. Exemple paradigmatique, le Cohen. On notera que l'anthropologue Maurice Godelier, spécialiste de la parenté reconnue mondialement, reprend cette préoccupation. Je cite, « Pour qu'il y ait parenté, il faut que les rapports des individus avec les individus dont ils proviennent aient été identifiés et reconnus. Il faut, par exemple, qu'un individu puisse comprendre que le rapport qui le lie à son père est identique au rapport qui lie son père à son propre père. La parenté, ce n'est donc pas simplement la reconnaissance du père et de la mère, mais tout autant celle du père, de la mère du père de la mère, etc. Apparemment, on n'a jamais encore observé un primate qui reconnaissait le frère de sa mère ou la sœur de son père. Avec la prohibition de l'inceste a donc émergé la possibilité de formes de division de la société spécifiquement propres à l'homme. Ce que je traduis par la différence entre l'animal et l'humain, c'est la reconnaissance de la parenté et de la filiation, sinon c'est la résurgence de l'état animal. Enfin, la Torah, avec Bereshit 5.1, institue les fondements de la problématique en énonçant « Ceci est le livre des engendrements d'Adam » et occulter cela conduirait au risque de retour en arrière, au tohu-bohu initial. Il faut relever que le mot hébreu « toldot » signifie également l'histoire avec un grand H et de manière paradigmatique les engendrements. L'histoire du monde, et plus singulièrement du peuple juif, c'est l'agencement et la succession des engendrements d'Adam. Dans un article publié en juin 1994 dans la revue Passage, mon maître, le rabbin Léon Ashkenazi Zichrono Libracha, surnommé Manitou, écrivait, je cite, « On est frappé par la place que prennent les généalogies dans le texte de la Bible. Que cherche donc ce récit des engendrements de l'homme, scandé par le rythme mystérieux de ces mots clés infiniment répétés, frère, père, fils ?» Depuis les Grecs, nous sommes habitués à l'idée que l'histoire est le récit d'événements. Pour les Hébreux, il semble que ce soit la modification du sujet de l'histoire, l'homme, et donc l'énumération des noms de l'homme qui soit l'essentiel. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est pourquoi tant d'hommes et de femmes, extérieurs en principe à l'identité des Hébreux, se considèrent comme si profondément concernés par cette histoire de famille que la Bible dévoile.
On y découvre le principe que l'histoire de l'humanité serait celle d'un père, l'homme qui cherche à engendrer un fils capable d'être frère. Puis, avant le code, c'est-à-dire la Torah, nous donne comme une préface pourquoi l'accident va être mis assez rapidement sur la racine, Israël, matrice de l'engendrement de l'histoire. Fin de citation. Au contraire du catholicisme qui est dans le symbole, le judaïsme est dans la réalité du corps. L'enfant, né juif, par naissance, issu d'une femme juive, la maternité gestationnelle donne l'identité et ainsi naît le peuple juif. L'enfant, dans le catholicisme, ne naît pas catholique. Il le devient par le baptême. Dès la naissance de Jésus, le symbolique apparaît. Marie et Joseph réalisent de manière paradigmatique la première occurrence d'un tel enfantement sans sexualité. Avant d'appréhender la question de la filiation sans sexualité, consécutive d'une dissociation de la procréation et de la sexualité, il est primordial de connaître les concepts et les mitzvot, c'est-à-dire les commandements qui génèrent la conception d'un enfant pour le judaïsme. La base même de la vie juive est constituée par la famille, la vie conjugale. Okay. On va l'applaudir parce que c'était très intéressant. C'est une très belle introduction à la conférence suivante, qui est celle de Benjamin. On va faire ça dans cet ordre-là, okay, comme prévu. Et Michel continuera. Donc, Benjamin Poire, je serais très heureux que vous vous présentiez et que vous présentiez, avant de rentrer dans votre propos, le centre Poix que vous avez créé pour situer la pertinence de votre présence dans la conférence d'aujourd'hui. OK. D'abord, merci au professeur Munich, mais à tous les... Monsieur Cohen, à tous les organisateurs de cette conférence. Après quelques années où on était en confinement, sauf, on peut se rencontrer et s'embrasser, s'enlacer. L'Institut Poix, j'ai la chance de travailler depuis plus de 25 ans, est une institution israélienne, une association qui a pour but, au départ, je dirais, d'accompagner les couples qui sont en mal de fécondité, qui font donc des traitements de fécondité, que ce soit des inséminations, des fécondations in vitro, ou même des traitements moins lourds que cela. Un accompagnement d'abord ilchatique, c'est-à-dire en leur expliquant quelles sont les réponses de la halakha, de la loi juive par rapport à ces questions. Et puis bien sûr, un accompagnement qui est aussi psychologique, un accompagnement médical, une surveillance des gamètes dans les laboratoires, c'est un truc un peu spécial qu'on a en Israël. Et au fil des années, les sujets se sont élargis, puisque les femmes, au bout d'un moment, tombaient enceintes. Il y avait des questions au niveau des examens pendant la grossesse, des problèmes de génétique, des problèmes d'avortement, des questions d'avortement. Et puis après, on avait des questions qui sont avant l'accouchement, pendant l'accouchement, après l'accouchement, la contraception, etc., etc. De nos jours, l'Institut Poix chapeaute, je dirais, toute la gynécologie, vraiment de la jeune enfance jusqu'à après la ménopause, des problèmes qui sont en rapport avec des cancérologies, qu'on parle de préservation de gamètes ou de fragments d'ovaires pour des jeunes filles qui sont confrontées à des problèmes de cancérologie, pour des garçons. Et puis on a des questions qui sont en rapport avec la génétique, énormément de questions qui sont en rapport avec la génétique, de gens avant le mariage qui se posent des questions, qui savent qu'ils sont atteints de maladies génétiques ou qui sont porteurs de maladies génétiques. Vous savez, en Israël aussi, il est très répandu, surtout dans les milieux orthodoxes, mais aussi dans la population générale, de faire des tests génétiques de compatibilité avant le mariage. C'est quelque chose un peu de spécial en Israël. C'est dû au fait qu'il y a certaines maladies génétiques qui sont plus prépondérantes dans le peuple juif, comme le Tay-Sachs, qui est très connu en Israël, alors que dans d'autres populations, c'est une maladie qui est tout à fait inconnue. Et pour donc éviter la naissance d'enfants avec des maladies génétiques, ce sont des maladies génétiques récessives, il y a énormément de gens qui font des tests avant le mariage, donc ils se posent la question d'abord, oui, faire des tests. Qu'est-ce qu'on fait si les deux conjoints s'avèrent qu'ils sont porteurs de cette maladie génétique, etc. Donc on a énormément de questions, on a à peu près 250 questions par jour qui viennent du monde entier, qui sont principalement de la population juive, puisque le sujet de Poix est d'abord d'apporter des réponses qui sont
en rapport avec le judaïsme, mais il y a aussi des non-juifs qui nous posent des questions, que ce soit de la population druze ou arabe en Israël, ou même dans le monde entier, des gens qui veulent... qui se posent des questions. On a bien sûr des médecins qui prennent contact avec nous, et puis bien sûr des rabbins du monde entier. On est aujourd'hui, je dirais, le centre de référence mondial dans ce qu'on appellerait l'éthique juive par rapport à tout ce qui est en rapport avec la gynécologie. Et donc, on a aussi des cours. Aujourd'hui, on a décidé de prendre notre savoir et de le faire passer aux prochaines générations. On a des étudiants qui viennent étudier chez nous, des jeunes rabbins, des femmes de rabbins, des infirmières, des psychologues, hommes et femmes, etc., qui viennent pour des formations, pour savoir ce que dit le judaïsme, justement, par rapport à ces questions. On a des formations dans toutes sortes de domaines. Voilà, en gros, c'est ça l'Institut Pouha. C'est une association à but non lucratif. Donc, toutes les conseils qui sont donnés aux couples sont tout à fait gratuits, d'une manière, c'est avec un grand sourire. On est là pour aider les gens, pour les accompagner. On a aussi aujourd'hui, on a ouvert une ligne d'urgence ou une ligne verte, je ne sais pas comment on appelle ça en France, où une femme peut téléphoner tous les soirs entre 8h et 10h du soir, parler avec une psychologue, justement pour exprimer ses angoisses par rapport ses difficultés, qui sont parfois des difficultés personnelles ou des difficultés de couple par rapport au traitement de fécondité. On a aussi une autre ligne qui répond à des questions qui sont en rapport avec la sexualité, parce qu'on s'est rendu compte que les femmes pratiquantes et même non pratiquantes, elles ne vont pas facilement voir un sexologue ou une sexologue, et donc elles préfèrent rester anonymes, poser des questions et avoir des réponses. Bien sûr, après, s'il faut c'est pas simplement une réponse à des questions, mais simplement, après, il faut un traitement. Alors là, c'est déjà plus par téléphone. Voilà, en gros, c'est ça l'Institut Pouha. On a une antenne en France, une antenne aux États-Unis, une antenne au Mexique. Et on a aussi, comme je vous ai dit, on fait une surveillance dans les laboratoires. On fait ça dans énormément de pays, à Chypre, en Ukraine, jusqu'à il n'y a pas longtemps, en Géorgie, en Tchéquie, énormément de pays où il y a une demande pour ces questions-là. Voilà en gros ce que c'est l'Institut Pouha. Et vous êtes bien sûr invités à prendre contact avec nous et si vous avez des questions ou bien vous avez des réponses à nous donner pour qu'on puisse aussi nous enrichir de vos connaissances que vous avez. Donc voilà l'Institut Pouha en gros. Et maintenant je vais commencer à... You have the presentation? Tu dépasses pas 10-12 minutes. D'accord. Alors on va parler de génétique. On m'a demandé de parler d'eugénisme par rapport au judaïsme, mais j'avais parlé de cela il y a 2-3 ans, quand on était là au premier forum. Alors je me sentais un peu bête de revenir sur les mêmes propos, surtout qu'une grande partie, c'est les mêmes personnes. Alors j'ai un peu changé le sujet, mais on va revenir à parler d'eugénisme. Vous savez que le DPI, le diagnostic préimplantatoire, alors de quoi on parle? On parle du fait de faire une fécondation in vitro, et avant l'implantation, le transfert des embryons dans l'utérus de la dame, on fait une biopsie comme vous le voyez ici sur l'écran, en bas, on fait une biopsie de l'embryon, et on va faire un test génétique pour vérifier si cet enfant, il est porteur ou malade d'une maladie génétique. On va pouvoir décider si on le transfère dans l'utérus ou on le met de côté, et on va le détruire, justement pour éviter la transmission de maladies génétiques. Alors c'est ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire, on appelle ça en anglais le PGD, ou maintenant c'est devenu le PGT. Et quand on vérifie les unités en Israël, par exemple de fécondation in vitro, qui font ce genre de traitement, on a pratiquement une vingtaine d'unités en Israël qui font ce genre de traitement, qui donnent ce service aux patients. Et lorsque j'ai vérifié ce qui se passe en France, par exemple, je crois qu'il y a 3, 4, 5 grands centres, Montpellier, Clamart, Grenoble, voilà. Mais 5 centres par rapport à la population française et une vingtaine de centres par rapport à la population israélienne, ça demande un questionnement, ça révèle un questionnement. Qu'est-ce qui fait? Alors, est-ce que les Juifs sont tellement veulent un enfant parfait, ou ils sont tellement angoissés, ou est-ce qu'il y a une différence au niveau de la conception par rapport à ce genre de traitement? Alors, ma réponse, elle est sur 2 points. D'abord, c'est je dirais une tradition chrétienne par rapport à la tradition du peuple juif, par rapport à ce genre de traitement et par rapport au statut de l'embryon. Comme on va le voir, on est obligé là donc de vérifier un embryon et puis de décider si il va être transféré, s'il ne va pas être transféré, il va être
détruit, jeté. Et ça, c'est déjà une grande question qui est en rapport avec, je dirais, la culture chrétienne ou la culture juive par rapport à cette question. Et la deuxième chose qui est, à mon avis, dans l'esprit plus européen, et moins peut-être dans l'esprit israélien, c'est la Shoah et le fait qu'il y a eu des sélections de personnes qui ont été sélectionnées par rapport à des critères, je dirais, génétiques ou de judaïsme, et aussi l'eugénisme, et que ça reste très très fort dans les esprits européens, et qui est peut-être moins gravé dans l'esprit israélien sur ce point de vue-là. D'ailleurs, on a eu une grande discussion avec le professeur Munich il y a quelques années par rapport à un cas que je vais vous présenter pour voir quelle était la différence de conception entre... C'était pas le professeur Munich, mais je crois que c'était la chef de son laboratoire et moi. On a eu une discussion un peu houleuse il y a quelques années, mais bon, c'est houleuse, mais amicale, bien sûr. Alors, le statut de l'embryon. Il faut savoir que dans le judaïsme, l'embryon n'a pas de statut juridique. C'est-à-dire qu'il n'est pas considéré comme un être humain. Il est considéré comme un grumeau, c'est ce qu'a décrit le professeur, et vous avez écrit dans votre livre, vous avez appelé ça un grumeau de cellules embryonnaires. Mais c'est pas un embryon dans le sens où c'est pas un être humain, c'est pas un fœtus. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce que si on considère que l'embryon est un être humain, donc on a un problème déjà, dès le départ, de vouloir peut-être vérifier sa génétique, le sélectionner, le détruire, peut-être que c'est considéré comme un meurtre. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, dans les pays qui sont très chrétiens, au point de vue de la... Et encore une fois, il y a ici des spécialistes, je ne suis pas un spécialiste de la chrétienteté, mais il y a certains pays qui interdisent le DPI ou qui le donnent à certaines maladies qui sont des maladies très très graves et létales, etc. Alors que dans le judaïsme, l'embryon, tant qu'il n'a pas été transféré dans le corps de la maman, et tant qu'il n'a pas passé une période de 40 jours, où au moment où il y a eu 40 jours, on considère dans le judaïsme que la neshama, l'âme, qui fait de nous la différence entre l'animal et l'être humain, elle rentre dans le corps de ce bébé à partir du 40e jour. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que lorsqu'on vérifie aujourd'hui les échographies qu'on peut vérifier, bien sûr qu'à l'époque, on ne pouvait pas vérifier, à l'époque du Talmud, on ne pouvait pas vérifier ce genre de choses, mais déjà, Rashi, par exemple, un grand commentateur du Talmud en France, écrivait qu'à partir du 40e jour, l'embryon a une forme humaine. Alors, je ne sais pas comment il a pu vérifier une chose pareille, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'échographie, mais aujourd'hui, on sait très bien que, justement, avant 40 jours, il ressemble plus à un petit tétard qu'un être humain, et c'est vers les 40e, 42e où on commence à voir des mains, des pieds, etc. Et vraiment, lorsqu'on prendra un enfant dans la rue, on dira « Qu'est-ce que c'est ça ?» Il vous dira « C'est un être humain ». Alors que quelques jours avant, il dira « Non, ça c'est un petit tétard » ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose de fondamental. Et le fait que l'embryon n'a pas ce statut d'être humain à part entière, on peut bien sûr, sans aucun problème, le détruire si il est porteur d'une maladie génétique, mais même pas pour ça. Il suffirait qu'une femme... Vous savez qu'il y a un problème mondial aujourd'hui. Il y a des millions d'embryons qui sont congelés dans des bonbonnes de congélation, et on ne sait pas quoi en faire. Parce que pour des problèmes d'éthique, on ne veut pas les détruire, justement, à cause de cela. Et on se retrouve avec des salles entières, avec des embryons dont les femmes, elles ont déjà 60 ans. Elles veulent, bien sûr, elles n'ont plus du tout de projet de conception et on ne sait pas quoi en faire. Alors c'est aussi une question, est-ce qu'on peut en faire de la recherche dessus, etc. Pour le judaïsme, toutes ces questions-là, elles n'ont pas lieu. Il n'y a aucun problème. On peut détruire des embryons, on peut faire de la recherche sur des embryons. Bien sûr, dans un cadre d'éthique, avec... une commission d'Helsinki pour vérifier qu'on ne fait pas des aberrations, des chimères, etc. Mais il n'y a aucun problème, je dirais, au point de vue à la base. Alors, pour quelles raisons on pourrait faire ce diagnostic préimplantatoire? Alors, bien sûr, pour des maladies génétiques graves, encore une fois, lorsqu'on a posé les questions à des rabbins, ils ont dit, mais c'est merveilleux, on peut éviter la naissance d'un enfant très, très malade, qui va peut-être souffrir énormément, qui va mourir à bas âge. Bien sûr, si on peut éviter
cela, il faut le faire. Je dirais une mitzvah, c'est quelque chose de positif. Je ne sais pas comment on traduit le mot mitzvah. C'est pas un commandement, mais c'est quelque chose de bien qu'il faut faire. C'est pas simplement. Et donc, très rapidement en Israël, se sont installées des unités où on propose la fécondation in vitro avec le DPI, qui est pris en charge par l'État d'Israël, par la sécurité sociale israélienne, jusqu'à 2 enfants. On peut avoir 2 enfants pris en charge totalement par le système de sécurité sociale israélien, sans que les gens doivent payer. Alors bien sûr, ils ont fixé une liste des maladies pour lesquelles on peut avoir accès à ce système. Et bien sûr, par exemple, aujourd'hui, on pourrait penser que des gens vont faire un PGD, un DPI, pour choisir la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la taille de l'enfant, etc. Aujourd'hui, on a des critères pour pouvoir réussir dans la vie. Il faut être beau, pour pouvoir faire des trucs sur TikTok. Il faut être super mignon, etc. Sinon, on ne réussit pas sa vie, bien sûr, c'est aberrant. Et donc, les gens pourraient être amenés à dire, puisque de toute manière, je veux un enfant ou 2, je n'ai pas décidé d'en avoir 15, et puis, alors qu'on fasse directement une fécondation in vitro, différent, faire un screening de tous les gènes. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le PGS, qui est peut-être, qui pourrait être utilisé pour ce genre de choses. Alors bien sûr, dans toute la majorité des pays du monde, c'est interdit. On considère que ce n'est pas quelque chose d'éthique. Il y a une phrase de la Convention de l'UNESCO sur les fécondations in vitro qui demande d'interdire, de ne pas arriver à ce genre d'aberration. Mais bien sûr, vous savez que chaque pays est souverain, chacun fait ce qu'il veut, et puis il y a des pays où il n'y a pas de loi. La loi, c'est le dollar, et quand on paye, on peut avoir ce qu'on veut. Donc, il faut qu'on soit très vigilant là-dessus. Et bien sûr, ici en Israël, c'est interdit. Mais lorsqu'on a posé la question aux grands décisionnaires rabbiniques du judaïsme, est-ce qu'on peut faire une fécondation in vitro avec un PGD pour justement choisir la couleur des cheveux, la couleur des yeux, ou même le potentiel peut-être intellectuel de notre enfant, on veut un prix Nobel, etc. Les rabbins ont interdit en disant que c'était une aberration. Vous savez que le fait de soigner une personne dans le judaïsme, c'est considéré comme une obligation. Alors il est écrit dans le Talmud, chez Nitna, Rishut la Rofé les Rapot. Il a été donné l'autorisation aux médecins de soigner les personnes. Alors, tous les commentateurs se posent la question, pourquoi il écrit il a été donné l'autorisation? Ça devrait être une obligation de soigner des personnes. Alors la réponse, elle est qu'on aurait pu penser qu'il est interdit de soigner des personnes. Pourquoi? Parce que si on croit à la providence divine, alors si une personne est malade, c'est parce que Dieu a décidé qu'il soit malade. Qui êtes-vous, vous les médecins qui sont là dans la salle, qui vous ingérez dans les décisions divines et vous sauvez des vies ou vous soignez des personnes, etc. Donc on aurait pu penser, d'un point de vue philosophique, que c'est interdit, que c'est une ingérence, je dirais, dans les décisions divines. Et nous dit le Talmud, c'est autorisé, ne crois pas que c'est interdit, c'est autorisé. Et bien sûr, lorsque ça vient, après c'est pris dans les textes des décisionnaires rabbiniques, comme par exemple le Shulchan Aruch, qui est le codex de loi principal, il est écrit c'est une autorisation, mais c'est aussi une obligation, une mitzvah, c'est une obligation, c'est pas simplement si tu veux, tu le fais. Et continue Rabbi Yosef Karo dans son livre, et si un médecin refuse de sauver une personne, il est passible comme s'il avait tué une personne, comme s'il avait fait un meurtre, parce qu'il aurait pu sauver une personne. Et on sait très bien que c'est une notion importante dans le judaïsme. Donc, par exemple, le Rav Eliashiv, qui était un des grands décisionnaires rabbiniques, il écrit dans le Talmud, Shinitan Rishut la Rofé les Rapot, Vepa la Rofé les Yapot. C'est un jeu de mots, c'est-à-dire qu'il a été donné à l'autorisation aux médecins de soigner et pas d'embellir. Okay, donc, que ce soit excusez-moi pour vous qui êtes spécialiste peut-être de l'esthéticienne, ok, mais il n'a pas été donné aux médecins l'autorisation d'embellir, c'est-à-dire de faire donc un traitement qui ne serait pas sur des bases qui sont thérapeutiques. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait... Alors, il me reste 5 minutes. Ok. Alors, comme je vous ai raconté, on a vu une petite discussion houleuse avec le département du professeur Munich, qui est à Necker. Un jour, j'étais venu discuter avec eux à propos d'un couple dont la maman était
porteur d'une maladie génétique grave qui s'appelle Duchenne. Elle avait eu un enfant, un petit garçon, qui s'appelle Yoni, qui était déjà atteint. Aujourd'hui, malheureusement, il est sur chaise roulante, dans un état grave. Mais à l'époque, il était encore tout petit garçon. Et ils avaient posé la question, est-ce qu'on peut faire une fécondation in vitro avec un DPI pour éviter la transmission de la maladie de Duchenne, mais on veut absolument un garçon et on ne veut pas une fille. Pourquoi ? Parce que les filles sont porteurs de la maladie génétique et donc on n'aimerait pas que notre problème, qui soit un problème auquel on est confronté, il soit aussi que nos filles soient aussi confrontées à ce même problème. Et puis, comme on a déjà une fille et qu'on a un garçon, on aimerait bien aussi avoir un petit garçon qui soit en bonne santé. C'était une question aussi, je dirais, humaine, affective, et voilà. Et on avait une grande discussion entre nous parce que encore une fois, je sais pas, on n'est pas là pour... J'explique une manière de conception. Dans le laboratoire du professeur Munich, ils avaient décidé de faire uniquement une sélection, de vérifier, si je me rappelle bien, de vérifier qu'il y avait des embryons qui étaient uniquement des filles, parce qu'il peut y avoir dans cette fécondation in vitro uniquement des filles, qui vont transférer des filles sans faire de distinction entre les filles qui seraient porteuses et les filles qui ne seraient pas porteuses. Pourquoi ? Parce qu'une fille qui est porteuse de la maladie génétique de Duchenne, en général, elle n'est pas malade. Et donc, décider de mettre uniquement des embryons qui sont sains, mais pas porteurs, ce serait d'une certaine manière de l'eugénisme. Et donc, j'avais eu cette discussion, et moi, je vous dis la vérité, à l'époque, j'avais jamais entendu ce mot qui s'appelait eugénisme. Et quand je suis venu discuter avec eux pour essayer de comprendre, alors là, on m'a dit, mais vous vous rendez pas compte, vous êtes rabbin, et vous nous demandez de faire des choses qui sont de l'eugénisme. Mais je dis, mais de quoi vous parlez ? Je ne vous demande pas de faire de l'eugénisme. D'abord, vraiment, je ne comprenais pas ce que c'était à l'époque. J'étais un jeune rabbin, un peu, peut-être pas assez intelligent, comme aujourd'hui. Et en plus, et après, c'est ce qui m'a poussé à faire mon doctorat. C'est ça qui m'a poussé à faire mon doctorat avec le professeur Munich, justement sur les DPI dans le judaïsme, pour savoir quel est le rapport avec l'eugénisme. L'eugénisme, on parle d'une politique d'un pays qui décide de faire une politique d'amélioration de la race, de tuer des enfants handicapés, de détruire des personnes, de stériliser, castrer des femmes et des hommes qui ont peut-être un risque d'avoir des enfants. C'est quelque chose d'épouvantable. Ok, ça a été la base. Ça a été fait par Galton au début, mais après ça a été repris par le régime nazi comme quelque chose d'épouvantable. Toute la conception est épouvantable à la base. Bien qu'ils pensaient que c'était l'idée la plus géniale qu'il pouvait y avoir pour l'humanité. Mais là, on parle d'une famille, on ne parle pas d'une politique internationale ni nationale, on parle d'une famille qui est confrontée à un problème d'un enfant qui est malade. Et puis en plus, il y a une autre conception qui fait que, c'est ce que j'avais dit à l'époque, j'avais dit, vous êtes médecin, mais moi je suis rabbin. Et quand je suis rabbin, ça veut dire que dans quelques années, ils vont venir vers moi pour me demander de marier leur fille. Et si leur fille est porteuse d'une maladie génétique, on va devoir raconter cela au garçon, bien sûr. Elle ne va pas pouvoir cacher les choses en disant qu'elle n'est pas porteuse d'une maladie génétique si grave. Et donc, on met cette fille dans une situation qui est une situation très difficile, parce que c'est entre autres ce qu'on fait aussi aujourd'hui à l'Institut Pouha. Il y a énormément de jeunes prétendants qui sont célibataires et qui sont confrontés à ces problèmes-là, parce qu'ils disent chaque fois que je rencontre une jeune fille, je lui raconte que je suis porteur de telle maladie génétique, qu'elle va devoir faire une fécondation in vitro, et la fille, elle me dit, t'es très sympa, on a passé des bons moments ensemble, mais je vais chercher quelqu'un d'autre. On met les jeunes célibataires qui sont confrontés à ces problèmes, ils sont dans des problèmes terribles. Je ne vous parle pas de filles qui n'ont pas d'utérus avec des Rokitansky, ou des filles qui sont ternaires qui ont besoin de dons d'ovocytes. C'est encore plus compliqué. Mais vous comprenez qu'il y a des implications qui ne sont pas uniquement des implications sur la personne ou sur le couple, qui ont des implications après sur... Et donc, moi, ce que j'avais dit, on ne parle pas d'eugénisme. Là, on parle d'un traitement pour une famille, pour un problème spécifique. On n'est pas en train de mettre en place... Et j'avais compris, c'est à ce moment-là que j'avais compris la différence de conception, et j'arrête là, du fait que l'eugénisme, certainement dû au fait qu'on est encore, je dirais, assez proche
de la période épouvantable du nazisme, elle reste très, très, très profondément ancrée chez certains professionnels, et je comprends très très bien. Et c'est pour ça qu'en Autriche et en Allemagne, c'est encore plus compliqué de faire ce genre de traitement, et que peut-être la conception du judaïsme, elle est peut-être plus détachée par cela, bien qu'on a été un des peuples qui a été le plus meurtri par cette idée-là, mais on n'a peut-être pas la peur justement qu'on va je dirais, transformer notre éthique en une politique pareille. Et donc, on avait une différence. La fin de l'histoire, pour terminer, ils ont donc décidé de venir en Israël, faire un DPI pour avoir un petit garçon en bonne santé et ne pas avoir une fille qui soit porteuse. Et lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, on a fait des prises de sang. Et 2 jours après, l'hôpital nous a téléphoné pour nous dire « Mais madame, vous êtes enceinte ?» Elle dit « Ah bon, alors donc, tout a été réglé. Et Baruch Hashem, elle a eu un enfant d'une petite fille qui est en très bonne santé et tout va bien. » Voilà. Et puis, end. Merci beaucoup, Benjamin. Pendant que Michel se prépare, je vous propose qu'on prenne 1 ou 2 questions. Et puis moi, je ferai une mise au point, mais après les questions. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? Quelqu'un souhaite intervenir ? Je vais donner tout de suite la parole à René. Mais je voudrais apporter quelques précisions à ce qu'a dit Benjamin. Ce n'est pas la décision du département de génétique L'Hôpital-Necker, c'est la loi de la République. Ah, d'accord. Ok, non, mais on ne prend pas de décision de notre propre chef. Il y a une organisation en France qui s'appelle la loi de bioéthique, oui, avec des centres de diagnostic prénatal, centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, qui discutent de chaque cas. Et la loi prévoit que le prénatal, comme le préimplantatoire, a pour but d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'une maladie d'une particulière gravité. Mmh. On n'est pas dans le cas avec une femme conductrice d'une affection de particulière gravité. Cette jeune fille ne sera pas malade. Donc on s'en tient à l'esprit, à la lettre de la loi, c'est-à-dire qu'il s'agit d'éviter la naissance d'un enfant avec une particulière gravité. Ok, très bien. Donc, première chose. Et deuxième chose, comme l'a dit tout à l'heure René, le diagnostic préimplantatoire n'a pas pour vocation de sélectionner les sexes pour des convenances. Sûr. Oui, non, ça c'est clair. Il arrive qu'il faille faire un diagnostic de sexe lorsqu'on a une maladie liée au sexe dont on ne connaît pas le gène. Et là, c'est un diagnostic de sexe pour des raisons médicales. Médical, bien sûr. Donc, le diagnostic pour convenance personnelle du sexe est interdit. Et le but du diagnostic préimplantatoire comme prénatal, c'est d'éviter la naissance d'un malade, pas d'une fille conductrice potentielle. D'accord. Est-ce que c'est clair ? C'est très, Chacun très clair. a sa logique. Non, c'est très, très clair. Mais j'avais expliqué l'implication à long terme pour cette jeune fille. Oui, très bien. Et donc, voilà. Mais c'est la marloquette chez Bachamaïm. Voilà, ça c'est clair. Il y a 2 marloquettes, vous savez, les disputes entre les juifs, c'est marloquette chez Bachamaïm, le Shem Shamaïm chez Lo le Shem Shamaïm. Voilà. Donc les discussions, marloquette c'est la discussion, qui est inspirée, qui a des bonnes intentions, une intention louable du ciel, et puis celles qui sont les Shem Shamaïm, et puis les autres. Il y a l'honneur et l'ego. Mais là, je crois, il ne faut rien regretter, parce que ces discussions sont toujours utiles. Non, bien sûr. Ce qui est terrible, c'est quand on ne peut pas discuter. C'est pour ça que je suis là. Voilà. Je voulais juste vous demander, rappelez-nous le sens de l'acronyme POIA. Quel est le sens de ce mot-là ? Alors, POIA, c'est dans la Bible, quand vous allez ouvrir la Bible, dans le livre dans ce qu'on appelle les nombres, ok ? Non, pas les nombres, l'Exode. Shemot. Donc, le pharaon a demandé à 2 sages-femmes, Shifra et Poua, de jeter les bébés dans le Nil et de détruire... Par cela, de cette manière, de détruire le peuple juif. Et ces 2 sages-femmes ont refusé de participer à ce génocide, et donc elles ont mis les bébés, elles ont protégé les bébés mâles, et entre autres Moïse, et grâce à ça on est là aujourd'hui, okay, et on a passé la mer Rouge, et donc c'est Poua, donc c'est une femme qui est... Alors, en plus, le Midrash nous dit qu'on l'appelle Poua parce qu'elle faisait pou. Et de cette manière, elle embellissait les bébés. Alors, je ne sais pas si ça marche, mais elle était... Alors, et aussi, c'est, comme vous dites, un acronyme, c'est Poriout Verefoua Alpi Halacha. C'est fécondité et Poriout ou Refoua Alpi Halacha. C'est donc fécondité et médecine selon les principes du judaïsme. Voilà, donc... Parfait. Je vais donner la parole à René.
on va applaudir Benjamin, mais peut-être René, tu veux venir. Est-ce qu'il y a un micro pour Monsieur Friedman? Est-ce que c'est le vrai pot sec? C'est lui. Oui. Le décisionnaire, c'est toi. Non, mais justement, ce que je voulais dire, c'était que la discussion était utile, parce que la loi, c'est la loi. On l'applique parce qu'on est obligé. Ça ne veut pas dire qu'individuellement, on n'était pas, et moi c'était mon cas, proche de votre demande, de la demande de ce couple. Mais voilà, on était obligé. Mais la discussion devait se poursuivre, et elle devrait toujours se poursuivre. Parce que c'est vrai que la question, c'est pourquoi transmettre le même risque et le même problème à la génération suivante et laisser comme si on ne traite qu'une personne, mais pas les problèmes qui vont se poser après et que vous avez soulevés. La discussion continue. Je voulais juste vous demander une question, parce que, avec une réponse brève, bien sûr à cause du temps, mais où on en est en Israël avec le don de gamètes? Est-ce que les donneuses doivent avoir des caractéristiques ethniques, religieuses ou pas? Ok. Alors, en Israël, on a une autorisation, la loi autorise les dons d'ovocytes et les dons de sperme. Au niveau des dons d'ovocytes, la loi préconise que uniquement des femmes célibataires peuvent donner des ovocytes. Et oui, en Israël, il y a, je dirais, une demande que les femmes juives donnent des ovocytes à des femmes juives et des femmes non juives à des femmes non juives. Sachez d'abord que dans l'islam, c'est interdit, totalement interdit, les dons d'ovocytes. Alors, je ne sais pas si les femmes... Ça dépend de quelle branche. Un chiite ou sunnite, c'est pas pareil. Oui. Les chiites sont pour. Ah, d'accord, ok. Alors, je ne sais pas s'il y a des femmes musulmanes en Israël qui vont donner des ovocytes. Je ne sais pas si dans la réalité, je veux dire, la loi le permet, mais je ne sais pas si dans la réalité, si dans les mentalités aussi, c'est quelque chose. Même en Israël, c'est très très compliqué de trouver des femmes qui sont d'accord de donner des ovocytes. C'est pour ça que la plupart des Israéliennes qui font des dons d'ovocytes, elles vont dans d'autres pays. Elles vont en Espagne, elles vont en Ukraine, elles vont en Géorgie, elles vont en Tchéquie, etc. Et il y a des centres israéliens qui sont un peu installés dans les différents pays pour pouvoir répondre justement aux demandes des femmes israéliennes. Alors après, il y a une grande question qui était entre autres ce que le professeur Atlan avait plus ou moins évoqué. Comment est-ce qu'on définit après la maternité? Est-ce qu'on va selon l'ovocyte ou est-ce qu'on va selon la gestation? Vous savez que il y a une grande histoire dans l'actualité israélienne qui, depuis un mois, ébranle tous les cœurs. C'est que dans un hôpital qui se trouve dans la région de Tel Aviv, il y a eu une erreur. Et il y a eu un bébé qui a été transféré par erreur dans une femme qui n'est pas la maman de ce bébé, au point de vue génétique. Et donc, on commence à s'en être rendu compte parce que cet enfant, il avait une maladie cardiaque. Les parents ont décidé de ne pas interrompre la grossesse. Ils ont décidé de faire une intervention pendant la grossesse, une intervention cardiaque pour déboucher les artères du bébé pendant la grossesse. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il y a quand même eu une vérification génétique qui a été faite. Apparemment, un trio, ce qu'on appelle, ils ont vérifié le bébé et les parents. Et tout d'un coup, ils se sont rendus compte que ce n'étaient pas les parents génétiques de ce bébé. Donc tout de suite, ça a fait la une de tous les journaux israéliens. Et puis il y a eu, jusqu'à maintenant, il y a eu un débat extrêmement. Qu'est-ce qu'on fait du bébé? Est-ce qu'il reste chez la maman qui est la mère qui porte l'enfant? Est-ce qu'on doit rechercher d'autres femmes? Il y a eu des milliers de femmes qui sont rentrées, je dirais, en panique en disant c'est peut-être mon bébé, c'est peut-être mon bébé. On a fait une fécondation in vitro dans ce même au Priptal. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été résolu. La maman a accouché en attendant. C'est débattu dans les tribunaux israéliens. Pour l'instant, le tribunal a décidé qu'elle garde son bébé. Est-ce qu'il est juif ou est-ce qu'il est pas juif? Oui, non, mais là, apparemment, oui, il n'y a pas de problème. Et le grand rabbin d'Israël a sorti une lettre d'une décision que la maman qui a accouché le bébé, c'est elle qui sera considérée comme la mère de l'enfant et que le bébé doit rester chez elle. Mais il y a déjà des parents qui suspectent que c'est peut-être leur bébé, qui ont déjà attaqué la Cour suprême en Israël en me demandant de faire des tests génétiques. On est vraiment dans une situation d'éthique. D'ailleurs, à ce suite de ça... Voilà. Parce qu'il faut laisser du temps au docteur Overshaw.
Merci Benjamin, bravo. Michèle Verschoor est dermatologue, elle est directeur médical de grands laboratoires français industriels international L'Oréal, et elle s'intéresse aux aspects éthiques liés à sa pratique de la dermatologie. On se souvient avec émotion de la dernière communication de Michèle il y a 2 ans, qui était vraiment remarquable. Merci ça sera remarquable aujourd'hui encore. Merci, j'espère que ça marche. Vous m'entendez? Oui, c'est bien. Alors, je vais parler en français, j'avais prévu en anglais. Oui. Il faut que tu appuies sur le bouton rouge. D'abord, merci Bruno pour cette invitation. Je me sens très honorée et très privilégiée de participer à ces discussions et de porter à votre connaissance un problème qui, même s'il peut sembler un peu trivial, apparaît les questions fondamentales dont on se pose sur l'origine de la vie, le maintien d'une forme familiale, la parenté, la filiation. Mais c'est un problème qui me tient à cœur parce que je vois le boom de ces activités de transformation de l'apparence et de l'effacement des traits ethniques et qui concerne pratiquement un tiers de l'humanité. Alors, la question, elle a aussi un poids économique puisque la gestion des effets secondaires de certaines de ces pratiques est gérée par les systèmes de santé des pays développés. Alors, donc, la spécialité de dermatologie est un peu particulière parce que la majorité des maladies de peau ne met pas en péril le pronostic vital, mais la difficulté de la maladie de peau, c'est sa chronicité et puis surtout son retentissement sur le bien-être. Et pourquoi ? Parce que la peau, c'est un organe de communication, c'est son image sociale, et il est évident que la façon dont on se présente aux autres a une importance dans la qualité de vie. D'ailleurs, dans la définition de la bonne santé de l'OMS, le bien-être a été positionné comme étant un des éléments de la bonne santé, et qui n'est pas l'absence de maladie, mais qui est ce fameux bien-être. En dermato, on a développé depuis une trentaine d'années ce qu'on appelle des échelles de qualité de vie, parce que du fait de la chronicité des maladies, donc il est important de voir quel est le retentissement de ces signes de maladies de peau sur le bien-être. Et on peut citer le vitiligo, le psoriasis, ce sont des maladies qui sont affichantes et qui gênent énormément certains malades. Donc on a développé cette compétence. La transformation du corps pour montrer un signe d'appartenance sociale, ça a toujours existé de tous les temps. On s'est scarifié, on a eu des modèles de coiffure particuliers, on a fait des préparations sur la peau dans l'Antiquité égyptienne, l'Antiquité grecque, pour avoir une peau plus claire comme un signe d'élévation sociale. Et ça a toujours existé. Notamment, ça s'est développé énormément en Asie, où une peau de couleur claire, transparente, est un signe esthétique de beauté. Il y a eu aussi, pour ces signes d'appartenance, des transformations du corps avec des tatouages, avec des piercings dans certaines tribus. Donc l'appartenance à un groupe social, à une tribu, est souvent affichée, et on le voit aujourd'hui avec les tatouages, affichée par toutes ces manœuvres sur le corps. Ce que l'on voit aujourd'hui, avec au cours du XXe siècle et au XXIe siècle, c'est qu'on a eu d'abord une première étape qui était lutter contre les signes de l'âge. On a une augmentation de l'espérance de vie, et donc la façon dont on se présente à l'autre doit être toujours en bonne santé, avec une apparence jeune. Donc ça a été la fin du XXe siècle et ce XXIe siècle. Ensuite, on a eu d'autres marqueurs de beauté, et c'est le sujet d'aujourd'hui. Une chose aussi qui est importante dans ce débat, c'est que tout ce qui a été scarification, etc., ça a été fait par des artistes, ça a été fait par des spécialistes qui étaient spécialistes de ces tatouages, de ces scarifications. Aujourd'hui, la grande différence, c'est que c'est le corps médical qui intervient pour cette transformation de l'apparence. Et c'est en ça que ça pose une question d'éthique médicale. Est-ce que c'est le rôle du médecin de transformer l'apparence ? Donc, la couleur de peau, elle est déterminée génétiquement, l'adaptation à l'environnement, l'immigration des populations, et pour pouvoir, pour l'hémisphère sud en tout cas, s'adapter et lutter contre l'environnement solaire.
Ce que l'on sait, alors là il y a un petit problème de transmission, mais bon, ce que l'on sait, c'est que chacun vieillit en fonction de sa couleur de peau. Et autant la peau blanche va vieillir en faisant des rides et avec à la longue avoir des signes de cancer de peau, autant les populations asiatiques vont avoir des signes de vieillissement particuliers qui sont des taches sur le visage, et les populations noires vont avoir ce qu'on appelle des dyschromies, c'est-à-dire une hétérogénéité pigmentaire, et qui est le critère numéro 1, la raison numéro 1 de consultation en dermatologie. Ce qui est quand même assez extraordinaire. J'ai à Paris une consultation où je vois que des noirs, et le critère numéro 1 de consultation, c'est l'hétérogénéité pigmentaire. Alors pourquoi c'est si important? Et ce sont essentiellement des femmes. Quand on utilise ces échelles d'estime de soi, qui ont été validées ces 30 dernières années, on s'aperçoit, je suis désolée de ne pas avoir un pointeur, mais si on peut voir là, il y a des différences culturelles sur l'estime de soi. D'abord, il y a une différence selon le sexe. Les femmes ont toujours une estime d'elles-mêmes bien plus basse que les hommes, avec des évolutions au cours de la vie en fonction des différentes cultures. Alors là, j'ai cité plusieurs exemples. Par exemple, en Israël, l'estime de soi des hommes grimpe au cours de la vie, alors que celle des femmes, pas trop. C'est le deuxième en haut à gauche. Et en France, c'est une différence qui est à peu près semblable. Et si on regarde ici au cours de la vie, ça a été fait aux États-Unis, bien, on s'aperçoit que l'estime de soi au départ, à l'adolescence, est à peu près analogue. Ça commence à se différencier filles-garçons à l'adolescence. Cette différence est marquée tout au long de la vie, et c'est qu'à 70-80 ans que les femmes se sentent à peu près en équilibre, en accord avec leur estime d'elles-mêmes. Donc ça, c'est un facteur très important, c'est la perception de soi-même. Si on prend des exemples des phénomènes qui font qu'on efface les traits ethniques, on a le phénomène du blanchiment de la peau. C'est un phénomène qui est mondial, qui a toujours... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est blanchir la peau avec des pratiques traditionnelles en Afrique, en Asie, en Inde, donc dans tous les pays du monde, et notamment l'hémisphère sud et l'Asie du Sud-Est. La donnée nouvelle, c'est que c'est un marché très important en termes de pharmacie et de cosmétiques, et qu'il représente à peu près 32 milliards, les prospectives sont de 32 milliards pour l'année 2024, c'est une évaluation qui a été faite par l'OMS. Les femmes représentent 80% évidemment des usagers de cette technique de blanchiment, et ça se fait dans un très grand nombre de pays, que ce soit le Moyen-Orient, l'Afrique, les Caraïbes et l'Amérique latine et l'Inde. Et donc la motivation, elle est complexe, elle est liée à d'abord une tradition, comme on a vu, culturelle. Il y a aussi l'ascension sociale. Il y a le fait qu'en Afrique, une femme ne peut espérer se marier que si elle a une peau plus claire, puisque les maris choisissent toujours des femmes plus claires. Si on regarde par exemple les chefs d'État des pays africains, eh bien, ils ont en général épousé des femmes blanches ou occidentales. Donc le modèle occidental domine. Et donc cette pression sociale est très forte, et ces pratiques sont souvent faites de façon dissimulée. En Asie, c'est essentiellement le visage, donc c'est ce teint porcelaine qui signe donc une certaine forme d'esthétisme, une certaine forme de beauté. En Inde, c'est pour se démarquer de cette caste des intouchables qui ont la peau la plus foncée. En général, ce sont des Indiens de la partie sud. Et donc, ce sont des personnes qui sont mises au banc de la société. Donc, on voit bien la complexité de la couleur de peau avec la place dans la société. Aux Philippines, c'est à peu près une femme sur deux qui se décolore la peau. En Afrique, c'est un phénomène qui est quasiment endémique. On appelle d'ailleurs ça une pandémie, puisque c'est entre 40 et 70% des femmes qui se décolorent la peau. Et c'est grave, pourquoi? Parce que c'est commencé très tôt. Les petites filles, à 3-4 ans, commencent déjà à leur appliquer ces produits. C'est grave parce que les produits ont évolué, je vais vous le montrer. Et c'est grave parce que ça dure toute la vie, ça dure 30-40 ans. Et donc après, en dermato, on a les conséquences de ces pratiques. Alors, les produits qui sont utilisés, c'est quoi? C'était initialement des produits végétaux, des épices. On voit bien, il y a du lait, le lait d'ânesse de Néfertiti, mais aussi des métaux lourds, du plomb, des masques au plomb pour pouvoir, après avec du mercure.
on cache avec de la poudre de riz ou avec de la craie. On utilise de l'acide turmérique aussi en Inde, beaucoup. Ce qui a été un tournant dans ces pratiques depuis 30-40 ans, c'est qu'on est passé de ces substances végétales vers des produits pharmaceutiques, des ingrédients qui étaient des médicaments qui ont été détournés de leur usage. Et là, je vous cite le niacinamide et le glutathion. Le glutathion qui est utilisé dans certains types de maladies, qui maintenant, dont on s'est aperçu qu'il éclaircissait la peau. Donc aujourd'hui, il y a un marché parallèle en Afrique de glutathion intraveineux pour pouvoir éclaircir la peau. Et donc ça, c'est un business. Et c'est un business aussi pour les entreprises pharmaceutiques qui se sont engouffrées, évidemment, dans cette demande. Là, je vous cite les 4 ingrédients pharmaceutiques principaux qui sont utilisés pour cet éclaircissement. L'hydroquinone, qui a été bannie dans certains pays, par exemple en Europe et certains pays d'Afrique. Elle est bannie des préparations cosmétiques et elle n'est réservée que dans l'usage pharmaceutique. En France, c'est au-delà. En Europe, l'hydroquinone supérieure à 2% est un produit pharmaceutique. Mais il y a des produits comme les corticoïdes qui, si vous allez sur les marchés africains, vous trouvez du Dermoval, du Betnéval très facilement parce que ça éclaircit la peau et donc c'est aussi un usage détourné de ces médicaments. Le mercure, qui est lui totalement banni par la pharmacopée, et le fameux glutathion dont je vous ai parlé, donc qui donne non seulement ce blanchiment, mais qui donne aussi d'autres effets secondaires systémiques. Je vous cite un exemple d'un travail qu'on avait fait sur les effets secondaires à ma consultation. Je vois beaucoup de patientes comme ça, c'est-à-dire qui sont des femmes qui viennent d'Afrique, qui sont installées en France et qui, après 30 ou 40 ans d'usage de ces produits-là, arrivent avec cette ochronose qu'on voit en haut à gauche, arrivent avec toutes les complications topiques des corticoïdes locaux, les vergetures, l'acné, mais avec des effets systémiques aussi. C'est-à-dire que, pour parler de gestation, les femmes qui utilisent des corticoïdes comme ça en très grande quantité pendant la gestation vont avoir un enfant qui a un petit poids de naissance puisqu'on a empêché son développement à cause de ces corticoïdes topiques. Et puis un phénomène qui est plus récent, qui date d'une quinzaine d'années, on commence à observer des cancers sur les peaux noires puisque la peau est noire pour se protéger du soleil de l'environnement. En utilisant ces produits blanchimants, on empêche le filtre solaire naturel qui est la mélanine et on voit des cancers survenir. Alors pourquoi ça a augmenté? Donc on a dit aujourd'hui, pourquoi c'est intéressant d'en parler aujourd'hui? C'est parce que les cabinets de dermatologie et les cabinets de médecins sont encombrés par la gestion des effets secondaires de ces pratiques. Et donc ça pose un problème de santé publique, ça pose un problème aussi du rôle du médecin. Est-ce que le rôle du médecin est de pallier à un déficit de campagne de santé publique? Ça pose aussi le problème de l'usage de ces médicaments qui sont détournés et donc du rôle de l'industrie pharmaceutique et de sa responsabilité, et aussi du rôle du médecin ou du pharmacien, puisque dans certains pays, moi je l'ai vu au Sénégal et je l'ai vu en Côte d'Ivoire, eh bien ces produits de blanchiment sont vendus par les pharmaciens. Donc là aussi, on a beaucoup de questions à se poser. En Inde et en Asie, c'est beaucoup plus réglementé. L'hydroquinone a été interdite, en Asie aussi, mais il y a toujours des marchés parallèles. Alors voilà, donc ça c'était un premier aspect donc sur l'effacement des traits ethniques et toutes les dérives, indépendamment de la question éthique profonde qu'on peut avoir. Une autre question éthique que l'on peut poser, c'est les modèles de beauté occidentaux qui sont devenus maintenant le modèle numéro 1 mondialement, et notamment en Asie du Sud-Est. Et on voit qu'on a eu une évolution de ces activités de chirurgie et de médecine esthétique. Au départ, on était plutôt dans ce qu'on appelait mal nommé l'anti-âge, donc c'était le maintien d'une apparence de jeunesse. On est arrivé à des stratégies de soins de l'apparence du corps qui étaient hyper personnalisées, individualisées, avec des outils digitaux d'ailleurs. Ensuite, il y a toujours le boom de l'usage de cellules souches, donc avec ce qu'on appelle la régénération, la médecine régénérative de cellules souches pour maintenir le renouvellement d'une peau jeune. Donc ça, c'est essentiellement l'Asie du Sud-Est. Et aujourd'hui, on assiste à quelque chose qui est dramatique, qui est la chirurgie transformative.
Et je vais vous donner quelques exemples. Pourquoi il y a ce boom de la chirurgie transformative? C'est parce que les techniques ont avancé, parce que dans le monde, et pourquoi c'est en Asie? C'est parce que dans le monde occidental, on est arrivé à une forme de maturité et de régulation qui empêche donc ce type de pratique. Mais c'est surtout parce que c'est médié par les réseaux sociaux où l'image unique de beauté, et je vais vous en montrer des exemples, est complètement standardisée. C'est la femme blanche occidentale avec des grands yeux, un visage triangulaire. Alors, c'est dramatique aussi parce que, et ces chiffres en témoignent, si on regarde en termes économiques, le marché global de la médecine et de l'esthétique augmente globalement entre 5 et 10% par an, tous les ans, mondialement. Ce que l'on peut voir en Chine, c'est que ce marché a une croissance à 2 chiffres depuis pratiquement une douzaine d'années. On en est aujourd'hui à 15, 17, 18% par an. Donc, ce qui vous signe un peu l'importance de croissance. De croissance. C'est entre 15 et 18% par an de croissance annuellement. Donc, ça vous donne une idée de où passe l'économie. Ce qui est important aussi à voir, c'est la pénétration du marché. C'est-à-dire qu'on peut voir, par exemple, en Corée du Sud, où le boom a déjà été fait, mais le réservoir de croissance en Chine est considérable, puisqu'aujourd'hui, il ne concerne que 3% des pratiques. Le marché est infiltré à 3%. Donc, il y a un réservoir de croissance considérable. Et les années futures seront le développement de ces pratiques en Chine, où la population est bien, bien plus importante qu'en Corée. Et puis, l'âge de ces personnes et le sexe de ces personnes. C'est-à-dire que autant avant, la chirurgie esthétique était réservée à était faite chez des femmes de 50, 60 ans, on voit qu'en Asie, et en Asie du Sud-Est en particulier, eh bien, qui est concerné? Ce sont des personnes, hommes et femmes, entre 20 et 40 ans. Ça représente plus des 2/3 de ces interventions. Alors, qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? On regarde les standards de beauté, qu'est-ce que c'est? On est avec un visage quadrangulaire, avec des masséters un petit peu importants, et donc ce ne sont pas des traits très raffinés. Donc, on fait une chirurgie des maxillaires pour donner un visage triangulaire, qui est appelé V-shape. On ouvre les yeux, on débride les yeux, on rallonge le nez et on remplit les lèvres. Et donc tout ça, que ce soit les filles et les garçons, ce sont les chirurgies qui sont faites essentiellement en Corée du Sud. C'est un marché qui représente en Corée, pour la seule Corée, 10 milliards de dollars. Dans la seule ville de Séoul, si certains se sont allés à Séoul, il y a... Dans toutes les rues, on voit les cliniques de chirurgie esthétique. Il y a 500 cliniques de chirurgie esthétique pour la seule ville de Séoul, avec pratiquement 3000 chirurgiens plastiques. Et les procédures, ce sont essentiellement des procédures du visage. On dit qu'à peu près 20 à 35% des jeunes femmes de 19 à 30 ans en Corée ont déjà eu une chirurgie du visage. Là, c'est pour vous donner des exemples de la négation de l'individualité, donc c'est-à-dire qu'on perd ses traits esthétiques naturels. Et là, c'est pour vous dire aussi comment ces chirurgiens font des campagnes de marketing pour dire « don't miss the chance to be integrated in society ». Et c'est quoi? C'est parce que les parents payent ces chirurgies à l'anniversaire des 18 ans, à ces jeunes filles, et dans une classe d'âge, la jeune fille qui n'a pas les parents qui payent est considérée comme une fille qui n'a pas les parents corrects. Voilà. Donc vous voyez la pression sociale très très forte, et ça fait énormément réfléchir à la société qu'on est en train de construire. C'est évidemment relayé par les réseaux sociaux. Je ne vais pas aller plus, il y a beaucoup de... évidemment, le transfert des images sur les réseaux sociaux est devenu une addiction, et donc on veut correspondre à ce genre de visage, vous voyez, qui est une asiatique qui a été opérée, donc, comme on peut le dire. Alors tout ça, donc c'est un constat, ce sont des chiffres, donc c'est une autre forme d'effacement des traits d'origine. Mais je voudrais faire juste un petit rappel sur le tourisme médical, parce que ça a été aussi quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure, où on va voir les spécialistes. Et ce tourisme médical a tendance à accentuer ce phénomène de chirurgie esthétique chez ces jeunes.
Alors, petite définition, qu'est-ce que c'est? C'est quitter son pays pour aller se faire soigner dans un autre pays. Les statistiques du tourisme médical sont assez importantes. C'est un marché qui représente à peu près 72 milliards, un peu plus de, pratiquement plus de 70 milliards de dollars en général. Et c'est un phénomène qui est en pleine croissance. Mais ce qu'il faut voir, c'est que il y a différents types de tourisme médical. Et évidemment, je ne vais pas discuter ici le tourisme médical, enfin le voyage médical pour aller voir le grand expert. Donc ça concerne essentiellement, traditionnellement, le cancer, le cardiovasculaire, la reproduction et l'orthopédie spécialisée. Mais aujourd'hui, on assiste à ces 3 dernières catégories qui ont un rapport avec l'apparence, l'odontologie, la chirurgie bariatrique pour l'obésité et tout ce qui est l'esthétique. Et c'est là où il y a le boom le plus important et qui bénéficie de ce tourisme médical. Alors juste un petit rappel, pourquoi on fait du tourisme, on se fait soigner en dehors de son pays, soit pour aller chercher le meilleur traitement, pour aller à la rencontre du meilleur expert, et ça a toujours existé, soit parce qu'il y a des contraintes réglementaires dans son propre pays et on veut échapper aux contraintes réglementaires et donc on va ailleurs, et on voit bien pour les IVG, etc. Les GPA, etc. Et soit, et ça c'est des volontés de certains pays, je ne sais pas si en Thaïlande par exemple, mais aussi en Corée, il y a une volonté gouvernementale à attirer dans leur pays les meilleurs experts de certaines pratiques médicales. Et ils ont des avantages, ils ont de l'incentive, c'est-à-dire ils ont des visas facilités, etc. Parce que les pays se sont rendus compte que c'était une vraie industrie et que cette industrie, comme en Thaïlande, pouvait bénéficier à leur économie. Mais moi, je voudrais insister sur une autre forme de tourisme médical qui est là beaucoup plus, qui pose question. C'est quand on voyage en dehors de son pays pour avoir accès à un chirurgien à bas coût, avec un accès facilité en termes de temps. Et c'est là où l'esthétique, la chirurgie esthétique, fait son Graal, c'est-à-dire fait son développement le plus important. Il y a une augmentation très importante de ces voyages. Il y a des agences de voyage qui sont spécialisées, des cliniques qui sont spécialisées, essentiellement en Afrique du Nord, en Turquie, en Roumanie, etc. Et dans ces pays, évidemment, il n'y a pas l'environnement de qualité du pays d'origine. Et au retour, il n'y a pas de suivi. Et je vois dans ma consultation des femmes qui se sont fait poser des prothèses mammaires dans certains pays comme ça. Et le poids économique des conséquences du suivi de ces mauvaises pratiques, si on peut dire, incombe au pays d'origine. Donc ça pose une question. Voilà. Donc c'est le lien avec cette chirurgie esthétique. Ce sont des jeunes femmes qui n'ont pas les moyens, qui vont dans tous ces pays. Et ensuite, nous sommes chargés de soigner les conséquences. Donc en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que ces exemples sur l'Afrique et l'Asie du Sud-Est sont vraiment les exemples les plus qui illustrent le mieux le fait de cette image unique mondiale qu'on est en train de porter et vers lesquelles tendent les jeunes générations, c'est-à-dire ce modèle de la femme blanche. Donc, est-ce que effacer les traits ethniques, c'est sujet à discussion dans cette assemblée? Donc, c'est pour ça que j'amène ce sujet-là. Et puis aussi le fait que ces techniques sont possibles, elles sont réalisables, elles sont économiquement, on le voit, elles sont tout à fait supportables, mais est-ce qu'elles sont acceptables? Et la question, et c'est peut-être qu'il va y avoir cet après-midi une discussion là-dessus, c'est l'opposition entre libéralisme et l'éthique en médecine. Jusqu'où va-t-on dans le libéralisme et quel est le rôle des médecins? Comment un médecin peut dire non à ces pratiques et comment il peut se mobiliser pour lutter contre ces phénomènes? Voilà, je vous remercie. Merci. Je demande à Bruno combien de temps on s'accorde. On est en retard de quelques minutes. On a 17 minutes. Il n'y a pas de break. Il n'y a pas de coffee break là. Ah d'accord. D'accord, parfait. Donc on a du temps. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que les mouvements qu'on voit aujourd'hui, entre autres
entre autres aux États-Unis et aussi en Europe, comme Black Power, du fait que certaines populations décident justement de se détacher du blanc colonisateur, etc. Est-ce que ça va peut-être rebalancer le fait que les femmes ne veulent pas justement se blanchir la peau? Oui, bien sûr, c'est lié au développement économique et à l'éducation des jeunes femmes. Par exemple, en Afrique du Sud, il y a eu des figures politiques très importantes qui se sont mises en tête de ces batailles pour le Black Power, Natural is Beautiful, le mouvement NAPI qui est je suis naturelle et je suis heureuse. Oui, mais quand même, ce qu'il faut voir, et on en a parlé tout à l'heure, c'est l'accentuation de la pauvreté dans ces pays. C'est Philippe qui en parlait tout à l'heure. Et l'accentuation de la pauvreté en Afrique est un élément fondamental pour l'augmentation et ce boom du blanchiment. Parce qu'une femme qui sera plus claire dit « je vais me sortir de mon milieu, je vais me sortir de ma pauvreté ». Donc c'est lié complètement à la pauvreté. Et les militantes politiques afro-américaines, bien sûr, qu'elles parlent et elles jouent un rôle important en termes d'image. Mais le mal est tellement profond et la pauvreté tellement installée que c'est très difficile de convaincre tout le monde et de faire des campagnes de santé publique qui soient entendues. D'autres questions? Oui, madame, allez-y. Pas tellement une question, c'est une pensée. Ça m'étonne que vous parlez de décisions très privées, mais qui appartiennent à beaucoup de gens, et où il faut pas, peut-être, il faut, je ne sais pas, je vais en parler dans quelques minutes, avoir des décisions, avoir des avis, des gens qui peuvent aider, qui peuvent peut-être empêcher, ou aider des gens à empêcher de faire des torts qui vont lui coûter beaucoup d'argent, beaucoup d'adversité aussi. C'est vraiment ça. Merci. Vraiment, ça m'étonne. Combien de choses il y a maintenant dont les gens peuvent décider et ont besoin d'aide, même s'ils ne le veulent pas. You mean regarding bleaching? Peut-être vous pouvez, maybe you could reformulate the question in English. Of course, it strikes me that both of you and also both of us will be speaking about that shortly, about decisions that on one hand are very private and on the other hand have huge implications, and when they happen on a national level they maybe require or invite some sort of advice, interference, policy from above so that people don't, I mean, it sounds very paternalistic, but so maybe advice, but some way to help people achieve their own goals, which are also happiness and health, not just white skin. Yeah. First, because this bleaching is really an addiction. It's exactly the same phenomenon as the one with addiction to alcohol, to tobacco. So it's so deep-rooted, it's very difficult to fight this. And this is the first. And second, the public health campaigns which have been installed in Africa, for example, don't really work because of poverty and because of social status of these women. And they really are convinced that if they have whiter skin, they will find a husband, have a good life, and all these things. So it's really a very deep attitude, addiction. Does this address your question, madam? Yes? Because one issue is whether this is still medicine or purely personal convenience. How you guys feel comfortable or not with this kind of questions as a dermatologist? In my clinic in Paris, I treat and we have some programs in order to de-addict. I mean, sure. In order to help those women, but it takes a long, long time. First, because when they stop that, they have symptoms. It's very itchy. They can't sleep because they have been using topical steroids for years. So imagine how the skin can react after that. So this is first, and second is
it's very difficult to change the mindset of someone who is persuaded that being we have the same in Western world. You have to be slim, you have to be tall, you have to be blonde. Okay, but it's the same kind of addiction. But in Africa, it's more serious because it has to go. It goes with the social status. And as I said, most presidents of Africa marry white women. So I think if you want to change the perception of the beauty model, it would start. I would love to have a campaign persuading the big leaders, the major leaders of Africa, to promote black beauty. This would be. I have a very naive question, Michel. Sorry. Do board-certified dermatologists take part to this, or? I mean, worldwide. You mean in Africa? No. In Africa. No. So this is not under any control. It's out of all control. It's out of dermatology. No, dermatologist treats 50% treats the consequences. But they don't take part to the bleaching. No. Yes, please. Microphone, please. Sir. I can speak loudly. No. We don't want to miss a word. Okay. Now, I really like this topic because I think that it's not just medical. I mean, I think that what's really interesting here is that we're talking about psychology, and there's a responsible for all of this. I mean, this is not happening just out of nowhere. So I think that maybe from what I'm hearing, I think this is a beautiful dovetailing to other topics that are all connected. And I think that that's the beauty of this question. Thank you. This is also an issue regarding the convenience in medicine. Should we accept family balancing? Some do, some don't. Some do accept using our skills to non-medical reasons. I think you are perfectly right. This is not unique to dermatology or IVF. It's a general question in medicine now. The problem is that we have many personal demand, and medicine or technology is with the market behind is the right to refuse some situation or not. That's an ethical problem to think if I think that we have right when it's not a danger for the person to postpone the proposition and to assume that we are not obliged to respond immediately to any desire. Yes. So it's complicated because you have to prove why. So the consequence will be what is deleterious, for which person it is deleterious, what we propose. But it demands for a high conscientious of the job of the medicine department, but also to the society. Because, for instance, all the tattoos that we have is not a medical indication, of course, and not medical who respond to the demand. But it's incredible what happened to that. Yes, I think the problem comes when there is no ethics worldwide, medical ethics worldwide for these questions. Because when the social pressure is strong in a country, then the young generation can get a doctor from another country. If we speak in Europe, we don't have this demand. In North America, we don't have this demand. But in Asia, it's very easy to jump from one country to another country to have. So the basic question finally is,
And similarly to the question that was raised by Philippe earlier today, is a global ethic position for health. And because of that, if we have some recommendations through international organizations, so WHO, for example, regarding the ban of those practices, this, okay, but it should come from worldwide organization and not country by country. De la même manière que, d'une certaine manière, on peut considérer qu'on est devant un problème qui est, on est devant une bataille qui est déjà perdue d'avance, parce qu'on a des milliards de dollars qui sont engagés dans ces trucs-là. On a aujourd'hui une possibilité de voyager facilement d'un pays à un autre. Ça coûte presque plus rien. Je ne sais pas, maintenant ça va peut-être changer avec les prix qui augmentent, mais tout devient de plus en plus accessible. Et on ne peut pas, encore une fois, il y a toujours une question au point de vue éthique, où est-ce qu'il y a la limite entre le fait qu'on donne les gens puissent choisir leur vie, et d'un autre côté, bannir, et puis on voit à la fin, ça sert parfois à rien de créer des lois, on parle pendant des années, puis après les gens prennent un avion et ils passent la frontière. Mais d'un autre côté, par exemple, si on prend l'exemple de la cigarette, il y a quand même eu un combat international. Je ne connais pas les chiffres parce que je suis pas, mais je pense qu'il y a quand même une baisse fondamentale. Je ne sais pas si c'est dans tous les pays, mais une baisse profonde d'utilisation de la cigarette. Et sur chaque paquet, il y a écrit que c'est dangereux, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité dans ces pays, dans tous les pays, justement, d'organiser des campagnes d'éducation, parce qu'à la fin, c'est que ça qui peut marcher, d'éducation au point de vue des enfants, pas des adolescents, mais des enfants déjà dans les écoles, de changer les mentalités, de former peut-être plus à l'éthique les médecins, et peut-être leur interdire certaines pratiques en point de vue international. Encore une fois, je sais que c'est presque impossible, ouais. Mais s'il y a quand même des grandes... Alors, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité? Est-ce que ce n'est pas au rôle, justement, de l'ONU de s'engager là-dessus Non, mais la réponse est simple. La santé est du ressort des États. Même l'Europe ne peut pas légiférer sur les pratiques en France, en Angleterre ou en Suisse. Donc je ne pense pas qu'on aura des lois qui vont interdire. Je pense qu'il faut l'influence. La seule façon de faire, c'est de donner des bons exemples et de communiquer. Moi, dans la même ligne, vous avez tous parlé de la pression du marché. Pour le topo de Michel, pour ce qu'a dit Benjamin, même ce qu'a dit René ce matin, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que le marché raconte des histoires. C'est les fake news derrière tout ça. Et si j'avais fait ma présentation, mais je la ferai peut-être une autre fois, c'était pour vous dire que la génétique, et tu y as fait allusion, tu es tombé dans le panneau toi aussi. Quand tu dis, on va choisir sur le bébé par l'exome prénatal, la couleur des yeux, l'intelligence. Donc ça implique qu'on pourrait contrôler les gènes de l'intelligence. Mais ça, c'est des fake news. Aujourd'hui. Mais d'abord, je pense que c'est essentiellement acquis et pas de l'ordre de l'inné. Les gènes, à supposer qu'ils existent, et leurs interactions sont loin d'être connues. Bien sûr. Donc vous voyez, je voulais vous parler de la tyrannie du marché et du fait que la médecine prédictive est survendue, oversold. Et tout ça, ça repose sur la tyrannie du marché. Et je te mets en garde parce qu'on ne peut pas, sur un bébé, définir la couleur des yeux ou le quotient intellectuel. C'est pas possible. Il y a un petit nombre de choses possibles, un grand nombre de choses impossibles. Et s'il y a 5 centres en France contre 500 à Séoul ou en Israël, c'est justement parce qu'on est un État de droit et qu'on valide les indications de manière extrêmement rigoureuse. Et je me félicite qu'on ait une loi de bioéthique en France. Très bien. Je vous propose qu'on s'arrête là.